Eh bien, mes chers amis, vous l'avez compris, c'est toujours les cordonniers qui sont les moins bien chaussés, et donc les responsables de la cybersécurité qui sont confrontés à des difficultés de communication. Mais tout est résolu grâce à la compétence de notre jeune équipe, et nous allons pouvoir commencer ce petit déjeuner, qui est le premier de l'année 2025. Évidemment, puisque c'est le premier, au nom de toute l'équipe du Forum InCyber, à vous qui êtes présents dans cette salle, et à vous, nombreux qui nous écoutez en live, comme on dirait, depuis votre lieu de travail ou domicile, peu importe, toute l'équipe vous adresse des vœux très chaleureux pour 2025, en espérant que cette année sera moins chaotique que l'année 2024, et que nous pourrons poursuivre ensemble cette grande aventure de la recherche collective d'une cybersécurité qui est absolument fondamentale si on veut progresser dans le domaine numérique. Et Dieu sait si le sujet de ce matin est un sujet qui tombe à pic par rapport à je dirais, cette thématique de cybersécurité au service de la société. Je profite de l'occasion pour excuser Guillaume Tissier, qui est habituellement avec nous et qui est le directeur général de Forward et donc le patron directeur général du Forum InCyber, puisqu'il est pris aujourd'hui pour le développement international de notre forum, et donc c'est plutôt bon signe, mais il m'a chargé de vous transmettre ses excuses et ses salutations, et évidemment, il s'associe pleinement aux vœux. Alors, données de santé, sécurité des données de santé, cybersécurité des données de santé, c'est un sujet qui, évidemment, saute aux yeux dès qu'on lit le RGPD, puisque vous avez l'article 9 du RGPD qui classe les données de santé parmi les données les plus sensibles. C'est vrai, quand on prend des données à caractère personnel, on a une forme de hiérarchisation qui est claire, nette et précise. Il y a des données à caractère personnel qui sont sans importance majeure, puis il y en a d'autres, comme les données de santé, qui sont particulièrement importantes. Et ça, on s'en est rendu compte, évidemment, on le savait avant, nos intervenantes et intervenants le savaient avant, mais on s'en est vraiment rendu compte au moment de la crise du Covid, notamment au travers des cyberattaques qui se sont amplifiées concernant des sites hospitaliers. Rappelez-vous, le site de Corbeil-Essonnes, le site de Rouen, le site de Versailles. Bref, on pourrait faire une liste complète de tous les établissements de santé qui ont été visés. Ça nous montrerait que, contrairement à l'idée qu'on avait un peu naïvement, c'est qu'on ne touche pas à un tabou qui est celui de la santé. Quand on est prédateur, on va s'en prendre aux gros, ceux qui ont de l'argent, c'est suite. On a vu que nos établissements étaient sensibles, et non seulement ils étaient sensibles, mais ils étaient vulnérables. Et donc, on va aborder justement avec nos amis cette question ce matin. Évidemment, sur les données de santé, on pourrait passer un jour, 2 jours, à parler ensemble, notamment où est-ce qu'elles sont stockées, comment peut-on nous garantir une souveraineté sur ces données. Il est clair que ça me rappelle une formule de Madame Falk-Pierrotin, qui était ancienne patronne de la CNIL. Elle disait finalement les données à caractère personnel, chacun pense que c'est individuel, mais quand on prend des données à titre collectif sur un thème donné, alors ça devient stratégique. Et bien les données de santé de tous les Françaises, de tous les Français, quand on les prend dans l'ensemble, c'est stratégique. Et avant de passer la parole, mes amis, je crois que c'est un des sujets sur lesquels la confrontation, la dialectique entre régulation, parce qu'on voit bien qu'il faut protéger nos données de santé, et innovation est la plus forte. Pourquoi? Parce que si on peut accéder facilement à des données de santé, alors on peut développer de très nombreuses applications dans le domaine de la recherche médicale, dans le domaine de la gestion des patients, dans le domaine des interventions, de la lecture de tous les examens qui sont faits, scanners et autres appareils. Si on a ces outils-là, alors on peut, grâce à l'intelligence artificielle, on peut trouver des réponses à des questions qu'on se pose depuis des années. Par exemple, il a fallu quelques temps trouver une réponse pour un staphylocoque doré, donc ça faisait 60 ans qu'on travaillait dessus. Voilà. Donc ça, c'est l'IA. Donc vous voyez qu'il y a un potentiel extraordinaire avec ces données de santé. En même temps, il ne faut pas qu'elles tombent dans les mains de n'importe qui. Parce que
vraiment par rapport à notre intimité, les données de santé, c'est ce qui est le plus essentiel. Alors, si vous voulez bien, on va ensemble, et j'accueille avec plaisir Oriane Lemaine, qui est donc référente régionale des sécurités d'information e-santé des Pays de Loire, Philippe Loudneau, qui est aujourd'hui chez Bluefile, mais qui a un passé brillant. Quand on dit un passé, il y en a qui disent tout de suite, quand un gendarme dit vous avez un passé, ils vont dire un passé judiciaire. Non, pas du tout. Un passé brillant, notamment dans l'administration. Il a été le Premier ministre, il a été au ministère de la Santé, il a été le fonctionnaire faisant fonction, le FSSI, de toute la SSI du ministère de la Santé. Et aujourd'hui, donc, il est chez Bluefile. Et quant à Xavier Alacoque, c'est mon auditeur médecin, bien aimé, qui nous vient de Toulouse et qui va nous parler justement notamment de lire. Et je ne vois plus à l'écran, j'ai voyé Vincent Trély, mais il n'apparaît plus à l'écran. Ah, le voici, Vincent Trély. Merci, cher ami, vous êtes président de l'APSIS, c'est l'association pour la sécurité du système d'information de santé. APSSIS. Je ne me trompe pas, vous êtes le président et vous en êtes le fondateur. Merci de nous rejoindre par visio. Tout ça, c'est merveilleux parce que ça montre que nous arrivons à une maturité en termes de technologie très avancée. Alors, on va ouvrir le bal, si je puis dire, avec Philippe et avec Xavier et Philippe, en leur posant une question très simple. Avant qu'on aille plus loin dans la compréhension de la montée en puissance du système français, alors qu'on aille plus loin dans la compréhension de ce qui pèse sur les épaules d'un RSSI, alors qu'on aille plus loin dans la compréhension de ce que peut faire l'intelligence artificielle par rapport aux données de santé, avant qu'on aille plus loin pour se poser des questions sur la formation, sur la gestion de la crise cyber par rapport aux données de santé, eh bien, je vous propose à tous les deux, très rapidement, en ouverture, eh bien, de nous dire, pour vous, quel est l'enjeu des données de santé. Évidemment, on a un praticien, on a quelqu'un qui a été un grand responsable d'administration qui est dans l'entreprise aujourd'hui. Je pense que vos deux paroles seront complémentaires. Non mais ne vous battez pas. Hein. Non, pas me battre. Donc, déjà, merci pour cette invitation. Surtout, ouvrir avec une thématique santé en début d'année, c'est fabuleux. On a traditionnellement l'habitude de souhaiter des vœux et surtout bonne santé. Donc, alors, la donnée de santé, déjà, ne pas se méprendre. Beaucoup de gens, quand on parle de données de santé, ne voient que le dossier patient. Non, la donnée de santé, c'est beaucoup plus large que ça. Une donnée issue d'un appareil aidant diagnostic d'une radio, c'est de la donnée de santé. Aujourd'hui, on a vraiment un enjeu avec ces données-là, parce que les échanges également nécessaires ne sont pas cantonnés qu'à l'hôpital. Et on a trop tendance à avoir une vision hospitalo-centrée. Or, les données de santé circulent entre hôpital, médecins libéraux, collectivités, associations. Quand vous inscrivez un gamin à la crèche et que le gamin a un problème quelque part, à un moment donné, il y a de la donnée de santé qui va circuler. La médecine du travail, que l'on oublie un peu trop souvent, enfin, la donnée de santé se trouve à peu près partout. Xavier ? Alors moi, je vais vous faire partager mon expérience, en fait, vis-à-vis de la donnée de santé. C'est-à-dire que, grosso modo, j'ai prêté serment initialement, en fait, en disant, quand je rentre dans le privé d'un patient, je me dois, en fait, de taire tout ce que je vais pouvoir collecter là-dessus. Donc, en fait, intrinsèquement, je me suis tourné vers la cybersécurité parce que l'ensemble de nos moyens étaient orientés vers le numérique. Donc, en fait, je voyais bien qu'il y avait un enjeu à ce niveau-là parce qu'on était responsable de la donnée et il fallait qu'on la sécurise. Et là, ça a été un peu l'expérience du pire parce que je me suis retrouvé face à des systèmes informatiques dans le soin, en fait, qui ont pendant très très longtemps été négligés, puisqu'en fait on préférait faire de la qualité et de l'accessibilité en investissant dans un scanner qui allait 100 fois plus vite que en fait investir dans des techniques de sécurité. Alors ça c'est le premier point de la donnée de santé, c'est-à-dire qu'en fait
directeurs d'hôpitaux vont choisir plus en fait des investissements d'appareils biomédicaux qui par ailleurs ne sont pas sécurisés, donc en fait ont tendance à perdre un certain nombre de données de santé. Et de l'autre côté, en fait, je me retrouve face aux soignants dont j'ai été en fait, et l'impact de la sécurité sur la sécurisation de la donnée de santé, c'est-à-dire que grosso modo on demande à un soignant dans sa journée de re-signer 50 fois avec un mot de passe à 20 caractères, et en fait c'est-à-dire que grosso modo la part qu'on dédie à la sécurité dans la liste des soins qu'on a à faire dans la journée, finalement en fait devient majoritaire, et je comprends en fait mes congénères qui disent bah non, il faut que vous trouviez des façons beaucoup plus simples de sécuriser la santé. Donc en fait tout ça mis bout à bout a fait que je me suis focalisé sur la donnée de santé et comment la sécuriser, sachant qu'en fait c'est une donnée que tout le monde essaye de processer et de manipuler, mais qui... donc en fait c'est Google, Microsoft, IBM qui s'y sont attachés, mais le problème c'est qu'en fait elle est captive du système de soins, et en fait elle est silotée, elle n'est pas interopérable, etc., etc., etc. Donc ça pose énormément de problèmes, parce que justement en fait comme on n'a pas la maturité nécessaire et qu'on n'a pas eu l'investissement nécessaire, et ben en fait il y a des échanges qui se font de façon complètement à la hussarde, parce qu'on n'a pas de moyens uniformes d'échanger les données. Donc en fait, il y a des nouvelles méthodes qui permettent de mettre en sécurité cette donnée, dont on pourra parler peut-être secondairement. Mais ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que le système de santé actuel, par rapport à la menace a maintenant une menace sur étagère qui est très très simple à mettre en œuvre. Et donc en fait, pour attaquer les structures, les établissements de santé et la donnée de santé sont en fait des effets de bord, parce que on paie la vétusteté du niveau de sécurité sur lequel on n'a pas su investir les années précédentes, parce que c'était plus difficile de vendre à un directeur d'hôpital un risque putatif par rapport en fait à la qualité des soins. Donc en fait eux ils ont fait un choix qui était relativement simple, hein. C'est-à-dire bon, on augmente la qualité des soins, mais ce qui fait qu'on se retrouve face à une menace qui est industrialisée, qui est très très simple à mettre en œuvre, par rapport en fait à des systèmes qui sont passoires, qu'on essaie de sécuriser, mais en fait il y a énormément de travail à faire de ce côté-là. Donc en fait, on s'occupe de la donnée de santé, on essaie de la sécuriser, on n'est pas à un niveau de maturité très grand, mais ceci étant, en fait, on a énormément d'interlocuteurs qui nous aident à monter en compétences très rapidement. Il y a certains directeurs qui vont commencer à prendre, qui comprenaient conscience de l'ampleur de la tâche. Ah, Philippe veut compléter. Simplement un complément. Je suis désolé, dans mon titre, il y a le terme cyber, qui est un terme que je déteste. C'est le terme à la mode, parce que cyber, on y met tout derrière. C'est un préfixe, on peut le mettre. Et on oublie un peu trop souvent cyber-naïveté, cyber-jument-foutisme. Donc on oublie tout ce qui est interne. La sécurité, ça repose sur 3 piliers essentiels. Il y en a un 4e qu'on peut ajouter. Disponibilité, intégrité, confidentialité. Si vous avez un système hospitalier qui ne fonctionne pas, vos données de santé, vous ne les avez plus. Le médecin ne peut pas traiter, ne peut pas porter son diagnostic, ou l'appareil, le dispositif ne peut pas aider ou contribuer à la bonne santé du patient. Ce sont des termes qu'aujourd'hui on a malheureusement trop tendance à oublier, et qu'on ne voit que l'attaque du méchant chinois, du coréen du Nord, qui est particulièrement fourbe, ou du pirate, du cybercriminel, mais on oublie trop souvent que les données de santé ont fuité parce que nécessité professionnelle, à un moment donné. Comment je transfère des données de gros fichiers par une messagerie qui, elle, ne supporte que 10 mégas. Moi, j'ai des gigas à envoyer, donc on va utiliser du Dropbox, du WeTransfer, j'en passe des meilleurs. Qu'à un moment donné, on peut parler, par manque d'habitude, autour d'une machine à café, sans se soucier de qui est autour, c'est peut-être la famille du patient. Et on a trop tendance également à ne parler que du patient et oublier 2 acteurs qui sont souvent essentiels, la famille et les accompagnants. Parce que tous les patients également ne sont pas formés numériquement, que les professionnels de santé également ne sont pas formés numériquement, ce n'est pas leur job. Et le jour où on arrivera à faire la sécurité, je dirais, à la mode airbag, c'est-à-dire que vous avez quelque chose qui fait la sécurité, mais vous ne le voyez pas. Il faut que ce soit transparent.
Si ça devient problématique, les gens vont contourner. Et là, on aura toutes les déviances possibles. Et puis, ce que disait Xavier très justement, malheureusement aujourd'hui, des dispositifs biomédicaux qui nous sont vendus fort cher dans les hôpitaux et qui font preuve d'une grande marge de progression en matière de sécurité. Ben, merci pour cette introduction. On note effectivement que le nombre de capteurs de données de santé est considérable, hein, parce qu'on pense aux hôpitaux, mais il n'y a pas que les hôpitaux, on a des médecins du travail, toutes les personnes qui travaillent dans le secteur de la santé sont amenées à un moment donné à produire de la donnée, à recevoir de la donnée. Donc une très grande dispersion, si je puis dire, des capteurs, peut-être des problèmes de compatibilité entre les uns et les autres, parce que chacun peut-être des systèmes d'information qui lui sont propres, héritiers de choix qui ont été faits à un moment donné. Et puis on a aussi ce problème, et ça je pense que Philippe et Xavier l'ont bien souligné, c'est que quand on est médecin, on est là pour soigner quelqu'un. On n'est pas là pour faire des procédures permanentes. Et j'aime bien l'idée de quelque chose de transparent, une cybersécurité qui existe bien, mais qui n'impose pas aux praticiens de faire des process successifs et passer sa journée à penser à la cybersécurité plutôt qu'à la santé et au devenir de ses patients. Peut-être, Philippe, tu veux redire quelque chose? Si on prend des exemples outre-Atlantique, aujourd'hui on remet dans certains hôpitaux ce qu'on appelle des scribes. C'est-à-dire que le médecin fait son métier de médecin, et derrière il y a quelqu'un qui le suit, mais vraiment comme son ombre, et qui note et qui fait toute la partie administrative, sécurité, etc. C'est-à-dire que le médecin retourne réellement à son métier. Et là, au regard des finances hospitalières françaises et du monde de la santé en général, je pense que on n'y est pas. Oui, alors ça c'est intéressant parce que, effectivement, bon, que quelqu'un puisse gérer ce que ne doit pas faire le médecin, parce que ce n'est pas son métier, c'est une bonne idée. Alors, puisqu'on est confiant qu'il y a un vrai problème, en même temps il y a une véritable opportunité, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure en ouverture, ces données de santé peuvent nous permettre de faire des choses extraordinaires et améliorer considérablement dans les années à venir la santé de nos compatriotes et à d'autres aussi. Et donc, comment aujourd'hui on a pris conscience de cela et comment, on va dire l'État en général, mais il n'y a pas que l'État, parce que le système de santé dépend aussi des collectivités territoriales. Comment s'est opérée cette montée en puissance? Alors là, je me tourne vers Philippe, parce que c'est peut-être lui, enfin, je ne veux pas dire qu'il a l'expérience la plus ancienne, mais je crois qu'en 2016, on a commencé à prendre en compte, en tout cas, le côté alerte, le côté détection, le côté rassemblement d'informations au travers de la création du Cercle France Santé. Et je crois que Philippe, tu as été vraiment un des artisans de cette action. Est-ce que tu peux nous en parler? Alors, en fait, il y a deux choses. Quand je suis arrivé au ministère de la Santé, la première chose que j'ai mis en place, c'est un système d'alerte. J'étais tout seul à l'époque. Et en demandant aux hôpitaux, quand il y avait un problème numérique, de me le remonter. Ça s'est fait. À l'époque, il y avait une référente qui était au Centre Val-de-Loire, qui a bien joué le jeu, qui maintenant est en Pays de la Loire, donc Oriane. Et avec ça, ça m'a permis de voir effectivement tous les points de fragilité dans le monde de la santé. Parce que les gens ont joué le jeu, me remontaient leurs incidents. Là-dessus, un député que j'ai travaillé au corps, Gérard Bapt, a fait porter dans la loi de santé et dans le code de santé publique l'obligation de remonter les incidents numériques. Et je parle bien d'incidents, je ne parle pas de cyber, parce qu'un incident, même un coup de pelleteuse, dans le monde médical, ça peut être catastrophique. Donc, c'est inscrit dans le Code de la santé, c'est le seul code, en dehors du Code de la défense, qui fait aujourd'hui obligation de remonter les incidents. Et là-dessus, fort de ça, c'était de monter un CCIAT. Donc ça a été assez houleux comme aventure. Donc j'ai eu la chance de pouvoir être un des rares services ministériels à pouvoir recruter à l'époque, où tout le monde, au contraire, refusait du monde. J'ai eu 2 adjoints et nous avons monté un CCIAT avec la collaboration de ce qu'on appelait l'ASIP à l'époque, qui aujourd'hui est l'Agence du numérique en santé, et de quelqu'un qui est toujours en place, qui s'appelle Emmanuel Soyer, qui a été excellemment formé par Stéphane Miège, qui pourra en parler, qui est présent dans la salle. Et avec Emmanuel, nous avons monté ce CCIAT. Puis l'aventure a continué, puisque de CCIAT, ils sont passés à CERT Santé,
passer de CSIRT à CERT, ça demande, il y a un gap qui est très important, et ce qui montre la qualité du travail réalisé par les équipes d'Emmanuel. Et puis aujourd'hui, vraiment, ça permet de recueillir des incidents et de lever des lièvres du type comment se fait-il qu'un fournisseur de dispositifs biomédicaux ait un seul et même mot de passe pour accéder à tous ces dispositifs sur l'ensemble des structures hospitalières françaises. Mot de passe connu parce qu'il circule sur Internet en plus, donc tant qu'à faire. Donc en plus, on donne les clés à un cybercriminel pour faire son job tranquillement. Et une petite phrase que j'ai piquée à un général de gendarmerie, les cybercriminels sont aujourd'hui très loin des juges. Par contre, ça rapporte énormément. Oh, mais il a tout à fait raison. Bon, le député qui a travaillé au corps, il est en bonne santé aujourd'hui. A priori, oui, j'ai un date. Non, mais c'est très intéressant cette création du Cercle de France Santé. Par exemple, est-ce que dans ce Cercle France Santé, tu intègres les centres hospitaliers d'outre-mer? Parce que la question qui se pose, c'est que le soleil ne se couche jamais sur la France. Ton Cercle France, il travaille H24, 365 jours par an. Est-ce qu'il est armé suffisamment pour pouvoir le faire? Alors, initialement, non. Quand on a monté, c'était vraiment petite structure, donc effectivement avec vision métropole, mais derrière, on prenait le relais. Quand le CSIRT était fermé, mes équipes prenaient le relais et nous pouvions répondre à 3 h du matin, ça ne posait pas de problème. Maintenant, ça y est, c'est un suivi également pour Outre-mer, où là aussi, il y a des gens extraordinaires, des RSSI très très bons. Je pense à la Réunion notamment avec Jenny. Ils font un boulot extraordinaire. Oui, parce que je pense à l'hôpital de Cayenne, il n'y en a qu'un en Guyane. S'il tombe, c'est une catastrophe. Il faut évacuer tout le monde en Guadeloupe, en Martinique, c'est l'horreur. Donc en fait, on a vraiment une question qui... c'est indépendant de la notion de CERT, mais c'est important que les Outre-mer ne soient pas oubliés dans toute la fonction de santé, parce que souvent, les hôpitaux sont les seuls. On le voit d'ailleurs avec Mayotte. Et même une petite nouveauté, puisque initialement, quand on a porté ce CSIRT, j'ai pas gagné tous mes combats, j'en ai perdu. Notamment, j'ai perdu le fait qu'on intègre le médico-social. On m'a expliqué au ministère que le médico-social ne faisait pas de santé. Donc, je pense que ce sont des gens qui n'ont jamais eu de famille dans le médico-social, tant mieux pour eux. Maintenant, ça y est, c'est intégré, y compris le médico-social peut remonter des incidents. Vous avez toujours tort d'avoir raison plutôt que les autres. Oriane, on a parlé donc de cette montée en puissance du CERT France, spécialisé dans la santé, donc ça fait partie des cercles thématiques et non pas territoriaux. Oriane, pour vous, qui avez vraiment travaillé sur le projet CAR, c'est-à-dire en fait le projet qui permet de remonter en puissance, de monter en puissance la cybersécurité et des établissements, comment avez-vous vécu, puisque vous êtes une des fondatrices de ce projet, comment ce projet est né et comment il s'est développé? Est-ce qu'aujourd'hui, il a permis aussi de dépasser peut-être les freins psychologiques ou culturels des uns et des autres? Et est-ce que c'est un projet qui est encore capable d'aller plus loin dans l'avenir si les financements sont absents? Je pense à l'actuel budget qui n'est pas encore bouclé, du moins qui est reconduit comme celui de l'an dernier. Voilà. Alors, merci de nous parler de cette aventure CAR. Merci beaucoup. Peut-être que je peux revenir effectivement sur la création du CERT Santé qui a eu vraiment cette démarche vertueuse d'inciter au signalement des incidents et donc effectivement de remonter toutes les problématiques liées au numérique dans les structures, qu'elles soient malveillantes ou non, comme tu le précisais Philippe, et qui a eu l'intérêt de pouvoir mettre en lumière certains signaux faibles pour détecter des attaques un peu plus massives. Et je me souviens en 2014, lorsque ce n'était pas encore obligatoire, on avait quand même pu mettre en évidence les premiers rançongiciels dans les structures de santé, ce qui avait permis de lancer les premières alertes, en tout cas bonnes pratiques à mettre en œuvre auprès des structures de santé. Et je crois qu'on était un des premiers secteurs à l'avoir fait à l'époque. Le premier. Le premier.
tu disais. Donc grâce au CERT Santé, on peut remonter ces incidents et donc avoir une meilleure visibilité de ce qui se passe dans les structures. En 2023, on a 581 incidents qui ont été signalés. Donc effectivement, on ne parle pas nécessairement de cyberattaque à chaque fois, mais ça nous permet quand même d'année en année de pouvoir comparer et se donner un peu une idée de typologie d'incidents et de ce qui peut être problématique dans les structures. Avec des incidents majeurs qui sont parfois très visibles dans la presse, puisque impactant directement la santé et la prise en charge des usagers, qui génèrent aussi beaucoup de craintes du grand public, et les médias en font grand bruit lorsque ça sort. En 2022, on a eu le CH sud-francilien à l'été, on a eu le CH de Versailles fin décembre, ce qui a fait un peu de ramdam quand même au ministère, et donc suite à une réunion entre les ministères de la Santé, de la transition numérique et de l'Intérieur, il y a pu y avoir une prise de conscience massive et la mise en place de ce programme donc CARE, vers accélération de la résilience des établissements de santé. Partageant le constat à la fois des incidents, mais également des sous-investissements liés au numérique que Xavier évoquait tout à l'heure, avec un budget dédié au numérique par rapport au budget global dans les structures de santé qui était relativement en baisse, et donc une nécessité de réamorcer un peu la dynamique à l'inverse de tout ça. Donc ce qui a permis de mettre en place cette feuille de route 2023-2027 avec dans l'idée de pouvoir assez rapidement rehausser ce niveau de sécurité et surtout se donner les moyens de la faire perdurer dans le temps auprès de l'ensemble de l'écosystème. Donc finalement cette feuille de route elle se décline en 4 grands axes. La première ça va être lié à la gouvernance et la résilience, donc faire en sorte effectivement que les directeurs de structures hospitalières et médico-sociales prennent le sujet au bon niveau et à la bonne hauteur, donc avec des éléments en termes de gouvernance, avec l'inclusion de nouveaux critères dans les certifications de l'autorité de santé pour la certification des établissements, comprenant du numérique et de la cybersécurité pour en faire un projet d'établissement et non plus un projet uniquement du service informatique ou du service numérique. On a des éléments avec l'obligation de réaliser des exercices de crise, mais je crois qu'on y reviendra un petit peu tout à l'heure, donc je ne dévoile pas ces différents points qui sont une première étape, mais qui permet d'éveiller un peu les consciences, mettant en lumière la nécessité de travailler les sujets autour de la continuité d'activité et donc de mettre en œuvre des plans de continuité de reprise d'activité dans les établissements de santé. On a un deuxième axe qui va être plutôt travaillé autour de la mutualisation, puisque les constats sont partagés, on est en manque de ressources autour du numérique et également de la cybersécurité, aussi dans le secteur de la santé, avec une attractivité un petit peu moindre que le secteur privé, et donc une nécessité et une incitation des structures à se regrouper, donc d'une part au niveau des groupements hospitaliers de territoire, et donc aller vers cette notion de convergence des systèmes d'information et de la mutualisation des équipes au niveau de ces groupements hospitaliers de territoire, mais aussi pour les plus petites structures, et notamment les structures médico-sociales, les inciter également à se regrouper au niveau de groupements de coopération sanitaire, de moyens sur les systèmes d'information qui sont en train de se mettre en place, puisque eux n'ont vraiment pas la capacité à se doter de ressources sur le numérique et encore moins sur la cybersécurité. Et puis ce deuxième axe, il met aussi en lumière la possibilité au niveau des groupements régionaux d'appui au développement de la e-santé de proposer des offres autour de la cybersécurité, donc de mettre en place des centres de ressources régionaux autour de la cybersécurité pour proposer des accompagnements mutualisés à destination des structures et donc favoriser l'accès à certaines offres qui budgétairement ne sont pas possibles pour certaines structures. On a un troisième axe qui va plutôt toucher la formation et la sensibilisation, vous l'évoquiez, effectivement ça ne fait pas partie du cœur de métier des professionnels de santé, ça ne fait pas vraiment partie des préoccupations des dirigeants aujourd'hui, mais du coup il y a une obligation maintenant d'inclusion du numérique et de la cybersécurité dans les formations initiales et continues des professionnels de santé et des dirigeants qui permettent d'éveiller les consciences, donc ça va se faire évidemment au fur et à mesure, mais au moins il y a un intérêt qui commence à se dégager, et puis des offres de sensibilisation qui permettent aussi d'acculturer les professionnels au fil de l'eau et à chaque occasion qui le permettent. Et enfin un quatrième axe qui va plutôt aller sur la sécurité opérationnelle, parce qu'on a vu que ça pêchait le plus,
et notamment grâce au retour des incidents qui sont traités par le CERT Santé, ça met en lumière plusieurs points durs qui sont causes ou vecteurs d'attaque, ou en tout cas qui permettent d'en amplifier l'ampleur, notamment la sécurisation des Active Directory, l'exposition sur Internet qui pêche particulièrement sur les structures. Donc on a des projets d'appel à financement qui permettent de rehausser ces points durs. On va traiter des sauvegardes, on va traiter des accès distants, tant des professionnels que des fournisseurs, et également traiter aussi de l'authentification forte qui nécessite d'être encore améliorée dans les structures de santé. Donc voilà les grandes lignes de ce programme, Xavier. Oui, Xavier, merci de compléter la vue du praticien. Alors en fait, oui, je vais juste compléter parce que nous, on démarre à CARES, et il y a un autre appel d'offres en fait qui est en parallèle, qui a été lancé par l'ANS, qui permet justement de reprendre une grosse partie des axes qui ont été mis en place par CARES, c'est HospiConnect, où en fait on va, et on est lauréat de HospiConnect, donc on est en train de le mettre en place, et ça pose énormément de problèmes d'un point de vue structurel, d'un point de vue organisationnel, d'un point de vue éthique, d'un point de vue en fait des habitudes des soignants, parce qu'en fait, alors HospiConnect ça consiste en mettre en place le SSO de FA, un IAM centralisé, une augmentation en fait, de la sécurisation de l'AD, donc en fait une augmentation de la sécurisation de l'accès à la donnée. Le problème, c'est qu'en fait, et puis en fait, après, dès lors qu'on a une identité numérique de soignant, un transfert semi-automatisé à ProSanté Connect pour en fait communiquer sur des applications qui sont étatiques. Le problème que ça pose, c'est un problème qui est très simple, et en fait, on essaye de monter en puissance, mais les écueils, en fait, ils sont organisationnels. Donc, en fait, on s'oppose au RH, on s'oppose au comité de lutte contre l'infection nosocomiale, par exemple, parce que quand on demande à un soignant de s'identifier 50 fois sur un terminal, ou sur un clavier, ou alors sur un téléphone portable pour avoir du MFA, et bien en fait, le CLIN dit non, mais enfin, vous êtes carrément hors sol, quoi. Le CLIN, c'est le comité de lutte contre les infections nosocomiales. Donc en fait, il dit, mais vous êtes complètement hors sol. C'est-à-dire que grosso modo, vous voyez bien qu'on ne peut pas demander à un soignant qui est en train de faire une procédure de soins de zapper sur un écran qui n'est pas désinfecté tous les jours, enfin, à chaque fois. Et en fait, c'est un point de contact pour les bactéries. Donc en fait, c'est juste pour vous mettre en exergue qu'on a des problèmes très spécifiques dans le monde de la santé qui font que en fait, ça complexifie encore plus la sécurisation de la donnée. Merci, Philippe. Juste, parce que c'est une présentation que j'avais montée à l'époque quand j'étais service de santé des armées, c'est de la connexion à distance, donc sans contact. Mais ce qui pose un problème, enfin, et c'est toujours pas résolu aujourd'hui, j'ai démissionné de l'armée il y a quelques années, c'est, vous avez une carte, donc RFID, vous pouvez donc ouvrir votre session, vous êtes bien reconnu. Problème, vous avez un chef de service qui arrive, qui prend le lead? Le médecin traitant, qui est vraiment auprès du patient, ou c'est le chef de service parce qu'il est chef. Et là, on a de grosses difficultés. Donc c'est pas un petit sujet. Merci pour cette intervention croisée. Je crois qu'elle nous met en exergue le fait qu'on peut avoir une stratégie, c'est un peu le programme CAR, ou le programme que Xavier a développé, mais derrière il y a les humains, les acteurs de terrain, qui n'ont pas forcément tous la même culture numérique, il faut donc les acculturer, et la formation, j'ai bien aimé, initiale et continue, parce que j'espère qu'aujourd'hui, que dans les écoles où on forme des médecins, dans les écoles où on forme des infirmières, il y a un module cybersécurité. Sinon, tout ce qu'on va construire est totalement inutile, enfin, je veux dire, et n'est pas, c'est pas opérant, quoi. Ça démarre en septembre là, de cette année. Bah voilà, donc... C'est vraiment les tout début, avec quelques heures dédiées au numérique qui vont être inclus dans les formations à la fois des médecins et des professionnels de santé au quotidien. Vous vous rappelez, Général, quand j'ai commencé à vouloir faire les HEDN pour la cybersécurité, ce qu'on m'a répondu en fait, à l'hôpital, on dit non mais ça n'a rien à voir avec la médecine. Donc en fait, non, on ne la financera pas, enfin, tu n'iras pas, on t'aura pas de temps libre, et en fait, si tu as envie de le faire, c'est toi qui le fais, c'est une démarche personnelle. Donc on en est là, en fait, les directeurs d'hôpitaux, et en fait, la vision qu'on en a au niveau du système de santé, c'est ça.
La cybersécurité, ce n'est pas l'imbécile. Philippe, simplement pour rappel, alors ça c'est du mode Chatham House, mais il y a eu un bleu de Matignon en 2010, donc bleu c'est vraiment l'ordre. Il devait y avoir des formations cyber dans toutes les écoles d'ingénieurs. Puis ça s'est traduit par juste les écoles d'ingénieurs informatiques. Et puis juste les écoles qui font de la cyber, point. Donc on a complètement laissé oublier. Et c'est malheureusement un sujet qui n'est pas pris en compte. Aujourd'hui, tous les conseils régionaux déploient aux conseils départementaux des ordinateurs pour nos gamins, sans aucune formation à la sécurité numérique la plus élémentaire. La voiture sans permis de conduire. Il y a quelques semaines, nous avions ici Patrick Hetzel, ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche, et malheureusement, il n'est plus des nôtres, enfin, il n'est plus du gouvernement, des nôtres, pardon. Mais, en fait, le mot-clé, c'est des compétences, compétences, compétences. Et tant qu'on n'aura pas, je ne vais pas dire vulgariser, parce que le terme n'est pas bon, mais démocratiser la conscience collective de la cybersécurité, on pourra construire toutes les stratégies, on n'y arrivera pas. Alors, on reviendra ensemble, mais je voudrais quand même me tourner vers Vincent, parce que Vincent nous écoute, mais je sens qu'il a une envie de nous parler maintenant, et en tant que RSSI. Alors, on voit ses épaules, et elles sont larges, mais quel est le poids, la pression sur les épaules de la RSSI dans le domaine de la santé? Est-ce qu'aujourd'hui, on n'a pas une avalanche de textes qui font qu'à un moment donné, est-ce qu'on est capable, avec les moyens dont on dispose dans les établissements de santé, et quand je dis établissement de santé, c'est au sens large du terme, est-ce qu'on a les moyens, face à cette avalanche de textes, eh bien de construire effectivement une cybersécurité des systèmes de santé de données, des données de santé, pardon. Bonjour à tous. Vous m'entendez bien, c'est bon? Moi, je ne suis pas référence, je suis sourd. Non, mais vous entendez bien? Oui. Hein, tout le monde entend, Vincent? Oui, d'accord. Très bien. Bonjour à toutes et à tous. Et merci de m'accueillir à ce petit déjeuner où je vous écoute depuis le début de vos interventions. Pas mal de choses ont effectivement été dites, et en particulier sur des particularités du monde de la santé qui finalement empêchent parfois de déployer de la sécurité de base ou de bon sens. Vous parliez des normes et des textes. Oui, c'est un enjeu pour le RSSI à un moment donné d'arriver à agréger un certain nombre de réglementations et de textes qui finalement, au bout du bout, disent à peu près la même chose. Je vais prendre simplement quelques exemples. Les établissements de santé sont soumis au RGPD, donc il faut à un moment donné designer les traitements de données à caractère personnel, regrouper les logiciels, avoir toute une démarche d'analyse de la sécurité des traitements au sens du RGPD. La directive NIS 1 et NIS 2 qui est en cours de transposition amène une vingtaine de règles. Donc on va avoir la règle numéro 1, c'est maîtriser les risques, gérer les risques. La règle numéro 2, c'est avoir un système de gouvernance de la cybersécurité, un RSSI, un comité. Et donc il va falloir appliquer cette directive, sachant qu'en parallèle, le RSSI est en train d'appliquer un référentiel qui s'appelle les 43 mesures prioritaires de sécurité, et à l'intérieur duquel il y a noté qu'il faut une fiche de poste pour un RSSI, un comité de sécurité, etc. Tout ça sans oublier les grands textes qui parlent de sécurité. Je pense à la INACT et au Digital Service Act également, où on a des choses sur le recours au cloud, où on a des choses sur l'usage de l'intelligence artificielle et les recommandations en termes de sécurité à prendre dessus. En imaginant que ce RSSI ait des velléités à un moment donné à devenir une sorte de cloud privé, eh bien, il va devoir recourir à la certification hébergeur de données de santé, qui elle-même inclut la norme ISO 27001, plus la politique générale de sécurité des systèmes d'information de santé.
Voilà, tout ça pour dire qu'on est entouré de tout un écosystème réglementaire. Philippe citait tout à l'heure le Code de la santé publique. Le Code de la santé publique intervient, et en particulier, a des choses à dire sur les habilitations, sur les autorisations d'accès aux données de santé. C'est le Code de la santé publique qui définit ce qu'est l'équipe de soins et de facto qui donne l'ordre d'affecter des droits à l'équipe de soins et à personne d'autre. On a aussi des recommandations de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, par exemple sur les tailles des mots de passe ou autre chose. Voilà, donc cette avalanche, quelque part, cette masse de réglementation où tout le monde veut bien faire, hein, parfois on se pose la question de savoir si le recours à une certification internationale comme l'ISO 27001 ne réglerait pas finalement la démultiplication des obligations ou des recommandations que l'on peut trouver à droite à gauche. On pourrait ouvrir le débat en disant eh bien, tout établissement de santé qui prétend héberger les données des citoyens doit être certifié quelque chose. Et ce quelque chose pourrait être l'ISO 27001 ou pourrait être le HDS par exemple. À un moment donné, peut-être que cela permettrait d'homogénéiser les différentes sources de recommandations, de réglementations, d'obligations plus ou moins importantes à déployer. Merci Vincent. Justement, quand on prend le NIS 2, alors qui n'est pas encore transposé, enfin transposé, oui, dans le droit français, puisque la NIS 2, la directive, est encore à l'examen au Parlement. Elle aurait dû être transposée le 17 octobre dernier. Donc, quand on pense à NIS 2, qu'est-ce que ça va impliquer pour les RSSI dans les établissements de santé? Parce que la distinction entre entité essentielle et entité importante, si on prend en plus toute la supply chain, ça doit être un casse-tête considérable pour le RSSI. Le fait que le NIS 2 arrive, moi j'ai tendance à dire NIS 2, rien de nouveau par rapport à ce que le RSSI était en train de mettre en place depuis maintenant 4-5 ans. Le programme CARE, lui, il amène des moyens financiers, donc là, il y a du nouveau. La directive NIS 2, elle dit quoi? Elle dit qu'il faut faire des analyses de risque, elle dit qu'il faut protéger les actifs, elle dit qu'il faut sauvegarder les données, elle dit qu'il faut maîtriser ses sous-traitants. Quelque part, elle vient renforcer le plan d'action du RSSI. Enfin, ce n'est pas la révolution. Hein. Contrairement à un tissu de collectivités territoriales ou même de TPE ou PME qui vont rentrer sous le coup de la directive et pour lesquelles ça peut être un peu révolutionnaire, dans le cas de la santé, ce ne sera pas là. C'est une nouvelle réglementation avec d'éventuelles sanctions, et donc c'est à prendre en compte quand on sait particulièrement que la très grande majorité des hôpitaux vont être nommés entités essentielles, hein, une partie aussi de l'écosystème médico-social. Bon, c'était assez rassurant de savoir que l'IS 2, finalement, ne fait que conforter des actions déjà engagées. Mais Philippe, peut-être un complément? Alors, complément, des interrogations. Là encore, on va brandir des sanctions, comme pour le RGPD. Oui, on ne va jamais sanctionner un établissement public. J'y crois pas un seul instant. Sauf en Italie, où là, des hôpitaux se sont fait sanctionner. Mais en France, je n'y crois pas beaucoup. On a quand même une faucheuse tendance en France, quand un fonctionnaire ne fait pas l'affaire, à le muter, à le promouvoir. Donc, je suis désolé, ça c'est mon mauvais caractère. Deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, nous avons fait, et moi j'ai touché du doigt quelque chose que je ne connaissais pas. Nous avons fait, sous couvert du gouverneur militaire de Lyon, un premier exercice terrain intersectoriel, avec une crise d'origine cyber. Il faudrait peut-être un jour que l'on balaye un petit peu au niveau de l'État, les différents textes. C'était un petit quiz dans la salle. Combien de comptes rendus obligatoires doivent être faits dans les 72 heures si on avait une crise type Lubrizol, attaque du CHU de Rouen au même moment, vis-à-vis des différentes autorités? Je dis bien obligatoire. Il faut une seule entité parce qu'on a trop de portes. Il y a plus de 10 déclarations obligatoires à faire et à réaliser pour un hôpital. Je vous laisse imaginer une gestion de crise avec 10 correspondants qui vous demandent des comptes rendus toutes les demi-heures parce que derrière il y a les journalistes et les médias. C'est juste pas possible.
Et quand on a mis le CERT santé en place, ça a été une des grandes discussions, c'est avec l'ANSSI et avec la CNIL. Pourquoi un établissement doit faire déjà, juste sur ce plan-là, 3 déclarations? Je parle, si je prends le service oncologie, où là, on a en plus une partie nucléaire avec l'ASN, je vous laisse imaginer les débats. Oui, c'est intéressant parce que ça montre qu'on n'a pas encore suffisamment plateformisé. On a essayé avec cybermalveillance, on va faire monter en puissance un numéro 17 cyber, mais sur ce plan particulier, il y a vraiment un travail, on parle de mutualisation, mais aussi de plateformisation, c'est-à-dire qu'en fait avoir un interlocuteur unique, une déclaration unique, dans laquelle n'importe qui pourra trouver les éléments dont il a besoin pour sa propre compétence. Il y a quelques années, un président de la République avait sorti l'expression « dites-le nous qu'une fois ». Ben oui. Alors, puisqu'on va peut-être inverser l'ordre des... Puisque c'est intéressant, on a parlé de gestion de crise. Par rapport justement à notre architecture qui monte en puissance, est-ce que face à la crise, et quand tu as parlé de Lyon, d'une approche intersectorielle, interministérielle de la crise, tout à l'heure, Oriane parlait du territoire. Comment, justement, cette gestion de crise elle peut s'inscrire dans une approche territoriale et interministérielle? Ou est-ce que c'est vraiment une gestion de crise qui reste très segmentée dans le domaine de la santé? Est-ce que, quand on a une crise cyber-santé, est-ce qu'il faut, comment dirais-je, associer un certain nombre d'acteurs différents? Alors, de ce que j'ai pu voir de cet exercice, qui était le premier en France, du genre fait à Lyon, tout le monde est indépendant, tout le monde est spécifique. Et personne ne dialogue avec son voisin, alors qu'il y en a besoin. Imaginez, alors, dans le pitch de l'exercice, il y avait des pirates informatiques qui attaquaient un barrage, notamment, avec volonté d'ouvrir les vannes à toute puissance. Et là, vous avez les gens du monde de la santé en disant bah, nous, s'il y a un problème en plus cyber sur l'hôpital, on va déclencher un plan blanc. Oui, enfin, les parents, pères de famille, mères de famille, ils seront peut-être en train de sauver leurs enfants près du barrage. Il y a un côté family first qui est loin d'être négligeable. Et puis, si là-dessus, on attaque en plus les signaux routiers et que l'on dit eh ben, les véhicules d'urgence pourront passer, oui. S'ils peuvent rouler. Et là-dessus, c'est un effet boule de neige. Mais tout le monde reste encore en mode silo. On n'a pas réussi à trouver quelque chose de réellement transverse pour gérer ce genre de choses. Plus les demandes de compte rendu, on passe plus de temps à faire du papier qu'à gérer la crise elle-même. Oui, ça c'est important. Oriane peut être un complément, mais on voit bien qu'aujourd'hui, on est encore dans un système très cloisonné, en tuyau d'orgue, alors que la cybersécurité, c'est par définition, par construction, quelque chose de beaucoup plus transversal et qui appelle la mise en œuvre de compétences croisées. Oriane. Alors c'est vrai que le constat est complètement partagé. Dans les régions, il y a eu, sous couvert des Jeux Olympiques, l'organisation d'exercices de crise entre les agences régionales de santé et les préfectures qui aussi interviennent en cas d'incident cyber. En Pays de la Loire, ça a été mutualisé avec un objectif effectivement dans le cadre des JO en impliquant la métropole, les sociétés de transport, la gendarmerie, etc., qui a mis en lumière effectivement ces constats de nécessité de dialogue et de bien comprendre finalement les informations dont les uns et les autres avaient besoin. Parce qu'effectivement aujourd'hui c'est un fonctionnement en silo parce qu'on n'a jamais pris le temps de se poser pour savoir quelles étaient les informations essentielles de l'entité à côté. Donc c'est vrai que cette démarche elle a été assez intéressante et aussi de prendre conscience que pour l'établissement qui est en bout de chaîne, la multiplicité des signalements et des informations à passer. Donc c'est vrai que ça a été un exercice qui a été assez intéressant et puis ça s'est également dupliqué à l'échelle des établissements, donc moins en interface avec les différents organismes, mais pris en compte dans le cadre d'un scénario. Et bon, on a vu que globalement les établissements n'étaient pas nécessairement prêts, même s'ils avaient une base de gestion de crise qui était déjà bien installée grâce à la crise Covid finalement, où ils en avaient déjà des bons réflexes. Par contre, l'important qui a été mis en lumière, c'est que finalement une crise liée au Covid, on a quand même le temps de la voir arriver. Enfin, il y a un patient qui arrive, puis plusieurs.
une crise cyber, elle est massive et elle est immédiate. D'origine cyber. D'origine cyber. Pardon. Elle va être immédiate et donc le temps de réaction et de réflexion, il est quand même beaucoup moins important. Mais par contre, les impacts sur la prise en charge, ils vont également être immédiats. Donc ça a permis de mettre en lumière finalement les impacts sur cette prise en charge, que des professionnels, notamment des présidents de CME ou des directeurs médicaux de crise qui ne se sentaient pas nécessairement très concernés par cet exercice. Ça a été parfois compliqué de les faire venir, mais une fois qu'ils étaient là, ils ont vraiment pris conscience des impacts et de leur périmètre finalement de responsabilité pour anticiper la continuité de la prise en charge. Et ça va pas être le directeur numérique qui va pouvoir leur apporter ça. Et donc la nécessité de travailler en petits groupes pour asseoir ça. Et également donc travailler tous ces plans de continuité d'activité, donc s'organiser plutôt peut-être à l'échelle des services sur comment je vais fonctionner sans numérique. Et donc là-dessus, je reviens un peu sur le programme CARE, mais il y a des outils méthodologiques qui vont être mis à disposition des établissements, parce que finalement, on a des petits établissements qui sont parfois très démunis sur même, c'est bien, il faut continuer à travailler, mais comment je m'y prends, et donc pouvoir bénéficier de retours d'expérience de structures plus matures qui ont déjà conduit cette démarche, ça a aidé quand même pas mal d'établissements, et ça remet le sujet cyber, ou en tout cas sécurité DSI sur le dessus de la pile auprès des directions. Donc il y a un petit moment où le RSSI peut surfer pour faire passer différents messages. Merci Auréa. Vincent, oui. Xavier. Je vais juste rajouter un point, c'est qu'en fait, je suis complètement d'accord, on a fait beaucoup de simulations avec des exercices de crise. Donc en fait, on a un incident d'origine cyber, tout le numérique se met en berne. Et donc en fait, on a des équipes quand même qui reprennent le soin et qui font ce qu'ils savent faire avec un papier et un crayon, et ils vont au contact du patient. Je voudrais juste attirer votre attention sur un problème qui est en train de poindre, là, dont on a discuté avec Philippe, c'est que l'utilisation des moyens numériques chez la jeune génération des médecins et des soignants a un impact, et on va voir arriver un biais cognitif. C'est-à-dire que grosso modo, les soignants vont au plus simple pour effectuer leurs tâches et utilisent le moyen numérique pour réaliser la plupart de leurs actes de soins dans la journée. Ils perdent l'expertise de faire de la médecine et faire du soin avec juste un papier, un crayon, un stéthoscope et un marteau réflexe. Et ce qu'on est en train de voir, c'est que, comme on est très très assisté par du numérique, si on perd le numérique, en fait, les gens qui font du soin commencent à perdre en fait l'expertise de prendre l'attention, ausculter un patient, faire un électrocardiogramme sans forcément avoir un truc qui est la dernière Rolls, etc., etc. Donc en fait, le biais cognitif, en fait, il est présent, et je pense qu'en fait, le trait va se forcer dans les années à venir. En fait, on va arriver au stade où on va créer chacun notre jumeau numérique, et les patients, les intervenants vont agir sur le jumeau numérique, lequel agira sur nous. C'est ça, en fait, c'est l'intermédiation du jumeau numérique. Juste une toute petite chose, quand Xavier parle de crise, il parle de crise d'origine cyber. Oui. Moi, étant du monde de la SSI, Oriane a fait l'erreur que je t'ai reprise, et tout le monde, et même les grandes instances aujourd'hui de l'État, parlent de crise cyber. Une crise cyber, ça n'existe pas. Ce n'est pas vrai. C'est une crise d'origine cyber. Le métier d'un hôpital, c'est pas faire de la cyber, c'est de soigner les gens. Donc c'est bien une crise d'origine cyber qui aura un impact. Et quand on aura commencé à revenir aux fondamentaux que l'on apprenait à l'époque au SCSSI, l'ancêtre de l'ANSSI, c'est-à-dire qu'on parle de l'équation du risque, il y a des menaces, oui, il y a des vulnérabilités, oui. Quels sont les impacts? Si vous parlez impact à un professionnel de santé, il comprend. Si vous lui parlez des menaces, il va dire ouais, pourquoi moi? Terminé. Alors c'est intéressant, moi j'aime bien la sémantique, crise cyber, crise d'origine cyber, c'est vrai que c'est l'origine, mais les manifestations seront peut-être complètement différentes du cyber, et on aura géré une crise qui sera une crise qui n'aura rien à voir avec le cyber, sauf son origine. Dans le monde de la santé, la première catastrophe, c'est la continuité de l'offre de soins. Ben voilà. C'est-à-dire les patients, je les mets où, je les amène vers quel hôpital? L'exemple que tu donnais tout à l'heure pour la Guyane, j'en fais quoi? Je les amène à Guadeloupe, je les amène au Suriname, je les amène à... Voilà.
Alors, mes amis, on a pas mal évoqué nos sujets avant de passer la parole à Vincent sur justement le problème de l'authentification des personnels de santé. Je voudrais que Xavier nous dise un mot sur l'utilisation de l'intelligence artificielle. Est-ce que l'IA peut nous servir pour améliorer la cybersécurité des données? Est-ce que l'IA peut nous aider à faciliter justement la cybersécurité, non pas simplement des données, mais justement à traiter le problème? Est-ce que l'IA générative, par exemple, pour un médecin, plutôt que de faire son compte rendu, voilà, j'ai tel problème, tel patient, telle chose, et puis l'IA générative va sortir toute la solution, envoyer les 10 comptes rendus qui vont bien et régler le problème. Alors, c'est une question qui est très juste et qui est très brûlante actuellement. Je vais l'aborder sur deux aspects. En fait, l'aspect utilisation de l'IA avec en fait les LLMM, c'est-à-dire les multimodaux qu'on peut utiliser, et puis la production d'IA. Déjà pour la production d'IA, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que nos compétiteurs, c'est des compétiteurs qui sont chinois, américains, qui ont d'énormes capacités et d'énormes possibilités de calcul. Donc, quand on fait ce constat et qu'on veut produire un algorithme qui va améliorer le soin, comment on fait? On se retourne et on regarde en fait les clouds français, parce qu'en fait on-premise c'est intouchable, c'est en fait ce qu'il faut investir dans la structure, dans les ETP, dans la sécurisation, dans les moyens de calcul, c'est juste inaccessible pour un CHU. Donc en fait forcément il faut qu'on fasse de l'hybride et qu'on fasse de la protection des données sur du cloud. Donc on fait le tour du marché et on se retrouve face aux clouds français qui ne sont pas du tout matures, et donc on dit bon bah en fait si on veut vraiment jouer dans la cour des grands et en fait faire de l'IA sécurisée à un bon niveau, c'est-à-dire en fait par exemple faire un algorithme de détection du cancer sur une image de radiologie, il faut forcément qu'on s'appuie sur des clouds publics. Mais là, Cloud Act, comment on fait? C'est-à-dire comment est-ce qu'on arrive à sécuriser la donnée, être en compliance avec la CNIL, être en compliance avec l'HDS, être en compliance avec toutes les normes de sécurité, et puis en fait certifier qu'il n'y aura pas de fuite de données et qu'en fait on va rester souverain. Parce qu'en fait c'est ça le problème, c'est-à-dire comment est-ce qu'on reste souverain? C'est là où en fait on travaille avec des gens comme Atos et Viden pour surchiffrer et avoir en fait un killer switch de surnumérisation, enfin de surchiffrement, pour en fait entraîner dans un environnement sécurisé quelque chose qui va permettre en fait d'être un key player dans la production d'IA et en fait essayer de régler des problèmes pour les patients. Encore une fois, c'est pas pour nous, hein, c'est pas juste scientifique. On veut essayer de mettre en place des algorithmes qui vont être aussi efficients que les algorithmes américains et on va les garder sur le sol français grâce en fait à un surchiffrement, une anonymisation et en fait une mise en forme de l'ensemble de la stack qui fait que on prend en compte la donnée, on la sécurise, sursécurise, et en fait, on sait que s'il y a le moindre souci, on débranche, et puis qu'en fait, personne n'y aura accès. Ça, c'est le premier point, c'était en fait les enjeux de la production de l'IA en France, et en fait, on attend les clouds à niveau, hein. Enfin, quand ils arriveront, on les utilisera, mais là, pour le moment, je n'ai pas la solution. Le deuxième problème que pose l'IA, c'est le problème de l'utilisation de copilotes, ChatGPT, Llama, etc., pour en fait faire des tâches répétitives. Il faut savoir que en fait, dans notre action, dans notre plan de journée de soins, en fait tout est millimétré, on court d'un patient à un autre, et donc en fait la question est de savoir est-ce que c'est pas plus logique qu'on passe du temps à ausculter, analyser un patient de façon physique, interagir avec lui, plutôt que faire en fait tout l'administratif qu'on nous demande. Et là, en fait, eh ben, la plupart de mes congénères utilisent facilement ChatGPT, Llama, Gemini, des trucs comme ça, pour en fait mettre en forme leur compte rendu et des trucs comme ça. Il ne faut pas perdre de vue que en fait, ces larges modèles qui en fait, sont hébergés par des institutions qui ne sont pas chez nous, en fait, il y a un modèle qui est hébergé sur un gros serveur et tout le prompt engineering que vous faites est remonté à ce modèle central et en fait on fait du reinforcement learning, en fait human feedback, c'est-à-dire que grosso modo en fait, le prompt sert à entraîner de nouveau et affiner le modèle.
Et là, on boucle sur la sécurité de l'intelligence artificielle. Et en fait, je vous rappelle que dans un modèle d'intelligence artificielle, quand il est exposé en ligne, si on est suffisamment intelligent avec des prompts suffisamment précis, on peut faire de l'exfiltration de la donnée. Donc en fait, si moi, je dis, bon, bah, Xavier Alacoque, j'ai un diabète, j'ai de l'hypertension, etc., et en fait, qu'est-ce que tu me conseilles comme études qui vont en fait dans le bon sens pour la prise en charge thérapeutique du patient? Le problème, c'est qu'en fait, les données que j'ai envoyées en prompt, elles seront encodées, elles seront dans un bout du modèle, et si en fait, dans le modèle, j'essaye et qu'ils n'ont pas mis les... parce qu'on peut plomber un modèle pour éviter d'avoir certaines réponses, mais en fait, on ne pense pas à tout. Donc ça veut dire que, grosso modo, si on va relativement précisément attaquer le modèle, on va pouvoir exfiltrer des données de patients et des données de santé. Donc en fait, là, actuellement, ce que j'essaye de faire, c'est monter le niveau de conscience de mes congénères en utilisant votre modèle militaire, en fait. C'est-à-dire que, grosso modo, on dit, à chaque fois qu'on fait une information, c'est confidentiel, les niveaux de confidentialité, 1, 2, 3. Le 3, on n'utilise absolument pas l'IA. Le 1, si c'est administratif, pour faire un compte-rendu de réunion, qui est complètement administratif, oui, bon, bah, à la rigueur, il n'y a pas de raison de les bloquer, parce que, mine de rien, en fait, ils sont arrivés à un niveau de maturité, ces modèles d'IA, qui sont quand même extrêmement bons. Donc, en fait, pour gagner du temps, pour des comptes rendus, ou en fait, tous les actes d'administration qui ne sont pas confidentiels, je pense que c'est plutôt un bon moyen, mais en fait c'est ça qu'il faut instiller à nos congénères. Pour la donnée de santé, en fait, c'est le niveau de confidentialité. À chaque fois qu'on échange une donnée, on échange avec un niveau de confidentialité, ce qui veut dire que par exemple un niveau 3, il y aura forcément sur une messagerie de santé, alors avec les limitations que ça pose, pour échanger des gros fichiers, mais en fait c'est un peu ce que j'essaye de faire passer là actuellement, c'est qu'en fait il faut vraiment qu'on arrive sur un modèle de classification d'informations qui soit militaire et qu'on ne fasse pas n'importe quoi avec l'information médicale. Merci pour cette précision sur l'intelligence artificielle. On voit bien le côté intéressant, mais aussi le côté pervers par rapport à la protection des données, justement de l'incorporation de données de santé dans des systèmes d'intelligence artificielle générative. Comme l'a dit très justement Xavier, il y a ce côté un peu itératif où tout ce qu'on a créé revient dans la base, et tout ce qu'on a créé comme prompt revient dans la base, enrichit la base, et finalement peut révéler beaucoup de choses qu'on aurait voulu par ailleurs protéger. Donc ça, c'est à mon avis un des points sur lesquels il faut être extrêmement vigilant, d'autant que on évoque aujourd'hui une IA agentique, c'est-à-dire qu'en fait, c'est plus simplement une IA qui produit du texte, du voix, du son, de l'image, mais qui produit de l'action. C'est-à-dire, en fait, on est pratiquement au niveau du robot, où on peut avoir dans les hôpitaux un robot, et on lui dit, bah, maintenant tu vas traiter monsieur de Tartampion, madame Duchemol, et tu vas lui appliquer tel processus. Il y a encore une fois de distanciation entre le médecin et son patient. Donc merci de cette présentation qui, en elle seule justifierait pratiquement un sujet. D'ailleurs, on aborde la question de la souveraineté par rapport à la puissance de calcul. A-t-on en France la puissance de calcul nécessaire pour faire d'une manière souveraine nos propres traitements algorithmiques de base de données? Donc, je n'en suis pas convaincu aujourd'hui. Et on fait souvent le recours dans le cloud à des puissances de calcul. Quant au stockage de données, Health Data Hub, c'est un vrai sujet à part qui mériterait d'être abordé dans un autre petit déjeuner. Avant de passer la parole à nos amis, parce que je pense qu'il y a quelques questions dans la salle, Vincent, merci encore d'être avec nous. Comment peut-on, quand on est ici, regarder la question de l'authentification? Parce que c'est bien de dire, je reçois des données d'une personne, est-ce que je suis sûr que c'est cette personne? Et comment justement l'authentification conforte la cybersécurité des données de santé? Beaucoup de choses ont été dites, et effectivement, l'accès à la donnée et à l'information est un enjeu extrêmement fort qui parfois, comme l'a dit le docteur Alacoque, qui parfois peut aller en sens contraire ou en vent contraire de la nécessité de fluidité de soins. Alors on a connu ces 20 dernières années le login mot de passe, on a connu dans la santé la carte CPS, la carte à puce qui permet d'avoir une
authentification forte des professionnels de santé. Sur les hôpitaux français, on a des initiatives, parfois, essentiellement avec des cartes multi-usages qui permettent une connexion rarement totale au système d'information, mais tout de même. Par rapport à ce qui a été dit, par rapport à l'IA, et pour ne pas être trop long, moi je pense qu'on va rentrer dans une nouvelle ère. Je pense que ça va être l'ère du détachement des mains des soignants du clavier. Voilà, pour résumer, il faut qu'on enlève les mains des soignants du clavier, il faut même que le clavier disparaisse. Et je pense que la commande vocale va prendre une place conséquente. Couplée à une intelligence artificielle, le docteur Alacoque en parlait déjà sur l'automatisation d'un certain nombre de comptes rendus, ça fait des choses assez merveilleuses. Moi j'ai vu tourner des applications sur l'enregistrement en temps réel d'une consultation et la génération automatique du compte rendu tel qu'il est attendu, son envoi, etc. Je crois à la commande vocale et je dirais que je crois même à l'authentification biométrique à un moment donné. Je lis des papiers très intéressants sur des recherches qui sont faites sur la possibilité d'être authentifié de façon forte à la voix. On a un timbre de voix unique au monde. Hein. Alors je ne parle pas évidemment des possibilités éventuelles qui s'ouvriraient de pouvoir contourner ce genre de système, c'est à préciser, hein. Mais en tout cas, on peut raisonnablement s'interroger sur l'usage de la reconnaissance faciale, l'usage de la reconnaissance vocale, l'usage de la reconnaissance digitale, qui permettrait de fluidifier les choses, d'authentifier de façon forte les professionnels de santé dans un cadre très clair, hein, qui est celui de l'hôpital où ils travaillent. Voilà, donc il ne faut pas qu'on s'interdise de mener un certain nombre d'expérimentations qui pourraient aller à la fois dans le sens souhaité par les soignants, c'est ne pas avoir 14 mots de passe à taper avant de pouvoir faire quelque chose, ou ne pas les retaper toutes les 2 heures, et donc avoir une fluidité dans le soin, c'est ce qui est demandé. Et puis des technologies de sécurité qui pourraient être extrêmement fortes, hein, poussées et boostées par des techniques d'intelligence artificielle. Ben merci. Je pense que sur l'authentification, vous avez parlé de la voix, je pense qu'il faudrait aller sur une authentification biométrique multicritère, parce qu'on sait qu'avec l'intelligence artificielle, on peut reproduire la voix d'une personne, on peut reproduire son image, on peut reproduire bien d'autres caractéristiques. Et si c'est sur un critère, c'est facile. Quand c'est sur plusieurs critères, c'est sans doute plus difficile. Xavier, juste un mot. Juste un mot sur l'IA, en fait, je suis complètement aligné, mais le problème que ça pose, et je n'ai pas la solution pour le moment, c'est que utiliser des outils de retranscription ou de pilotage à la voix, c'est vraiment un impact qui est très important dans le système de soins. Cependant, en fait, c'est toujours pareil. Le modèle, il est hébergé sur un cloud à l'extérieur. Donc en fait, il va y avoir des échanges de données. Donc en fait, le problème que ça pose, et nous on a déjà commencé à faire le problème inverse, c'est-à-dire en fait héberger on-premise les modèles et donc en fait le LLMM. Mais le problème, là où on se heurte à autre chose, c'est-à-dire en fait aux frais de fonctionnement et surtout en fait aux puissances de calcul ou les puissances d'exposition, le hardware qu'on va mettre derrière pour pouvoir en fait permettre de supporter la charge en fait du modèle d'IA qui va rendre la solution plus fluide au personnel de santé. Donc en fait, il y a un truc, c'est que si on veut vraiment être sécuritaire, avec un modèle d'IA qui va simplifier le soin, on va devoir l'héberger pour le moment en on-premise, sauf si on arrive à carrément sécuriser sur le cloud. Et pour le moment, ça a des impacts qui sont quand même en fait non négligeables. Merci, vous avez pu le constater, mes amis, que le sujet est vaste et on pourrait être là encore jusqu'à demain matin, mais je pense que vous avez un agenda qu'il va falloir respecter. Il nous reste quelques minutes et je vous demande, si vous voulez bien, dans la salle, mais peut-être aussi via notre livestorm, eh bien de poser les questions qui vous paraissent utiles pour ajouter à la compréhension ou demander à l'un ou l'autre d'approfondir son intervention. Oui, bonjour, Gilles Maton. Je souhaiterais savoir, à votre sens, quelle est la pérennité des cryptosystèmes employés aujourd'hui pour gérer un dossier médical?
Alors aujourd'hui, sur les différents cryptosystèmes, donc, on parle de pseudonymisation, de tout ce qui est utilisé, notamment par la CNAM, a été audité il y a quelques années, puisque j'ai répondu à la Cour des comptes. On a quelques protocoles qui sont plutôt bien faits là-dessus. Aujourd'hui, la messagerie sécurité de santé, je ne veux pas me faire des copains, mais ce n'est qu'une messagerie qui n'est qu'un groupe fermé d'utilisateurs, avec tout ce que cela comporte comme limitation. Donc aujourd'hui, c'est utiliser des outils de chiffrement et de mise, je dirais, en protection de tout type d'information. Ce qui pose d'énormes problèmes, effectivement, dès lors qu'on utilise le cloud. Donc ne pas faire confiance à nos camarades ou en utilisant des systèmes dont nous sommes et nous restons maîtres. Bon, je n'ai pas eu ma réponse en nombre d'années. Par contre, au niveau du Conseil de l'ordre des médecins, on a un médecin ici qui est aussi oncologue. Lorsque vous prêtez serment, vous devez protéger la vie les données d'un patient sur quelle durée? Ça, tu peux répondre, en fait. Sur quelle durée? Alors la CNIL dit 10 ans. Au-delà de 10 ans, normalement, on doit purger le dossier. En revanche, 20 ans. 20 ans, au-delà de laquelle on doit purger les données. En revanche, nous, dans notre pratique de tous les jours, à quoi on est confronté, c'est qu'en fait, on vit beaucoup plus que 20 ans. Et en fait, si on purge les données de santé d'un patient, et en fait, par exemple, on gomme tout ce qu'il a eu en pédiatrie, notamment par exemple les cancers qu'il a eu en pédiatrie, l'impact sur en fait la lisibilité ou du moins l'orientation diagnostique et le traitement qu'on va faire secondairement, en fait, il y a une perte de chance si on n'a pas accès à tout ce qu'il a eu pendant sa période de pédiatrie. Donc on a tendance dans les systèmes de soins à en fait, avoir une vision assez libre de la conservation des données de santé et quelquefois flirter un peu avec les limites qui nous sont imposées par la loi. Il me semblait quand même qu'il y avait une réglementation au niveau du Conseil de l'ordre des médecins qui concernait la vie d'un patient, plus 30 ans et moins 9 mois. Donc, et plus 9 mois. Donc, dès la conception jusqu'à la mort, plus 30 ans. Plus 20 ans, voilà. C'est après la mort. C'est plus dans cette... Donc, le RGPD le définit, hein, c'est 20 ans après la mort. Après, il y a des particularités sur les enfants, les mineurs, il y a les 10 ans, il y a des particularités. Donc, oui. Merci Fabienne Marquet, vice-présidente d'Exurso, FinTech de Polytechnicien, et puis je suis directeur d'une practice RGPD Compliance Cyber et TPO dans plusieurs entreprises. Oui, mais là c'est des durées de conservation qui sont définies d'archives courantes et d'archives intermédiaires. Donc vous allez peut-être parler que l'archive courante que vous voyez en réalité. Parce qu'on a une archive intermédiaire. Un DPO, il définit, monsieur doit le savoir, hein, je pense, il définit une archive courante. Et après, on met en sécurisation en archive intermédiaire, parce que il y a moins de risques. Quand la personne n'est plus dans le circuit, n'est plus malade, ou etc. On la met dans une autre archive. Mais elle peut être consultée à ce moment-là, elle est ressortie par un chef de service ou une direction importante. Ça, c'est des durées légales de prescription. Je vais pas aller dans le détail. Autre question? Il est vrai que nous atteignions l'heure critique. Une autre question dans la salle? Est-ce que vous avez une intervention de nos amis? Pas de questions particulières? Regardez sur questions, chat. Sur Live Store. Ah oui. J'ai perdu la question. Quid de l'hébergement du Health Data Hub, évidemment, par exemple? Quelles sont les mesures pour faire appliquer les exigences réglementaires? Alors là, on rentre dans un vrai sujet. Ils en ont parlé, donc... Oui, vas-y. C'est par Microsoft, c'est ça le problème, la question qui est sous-tendue. Alors, là-dessus, je ne peux parler que de ce que j'ai vécu. Ayant démissionné du ministère en 2020, je n'ai pas suivi les épisodes suivants.
il y a eu une demande politique forte, avec une date imposée. Donc ça, il faut faire avec. 2, il y a eu une consultation qui a été faite de tous les hébergeurs français, européens, avec les attendus et les services attendus. Tout le monde a fait un no-go. Les seuls services permettant de répondre dans les délais qui étaient demandés, c'était Microsoft. Et je vous garantis que, parce que c'est un de mes adjoints qui en plus est quelqu'un de particulièrement têtu, a fait toutes les analyses de risque et a mis les moyens de sécurité, et toutes les précautions ont été faites. Je vous garantis que la CNIL nous suivait et suivait le Health Data Hub comme le lait sur le feu. Et à l'époque, ce n'était qu'un démonstrateur. Ne pas oublier ça. Donc la démonstration s'est faite sur des outils Microsoft, effectivement. Maintenant, derrière, c'est effectivement des chiffrements, des moyens mis en place de façon à garantir une certaine souveraineté. Maintenant, ce que disait tout à l'heure Xavier, c'est qu'on attend les offres et les services d'hébergeurs de confiance autres. Ils ont 2 ans pour... enfin, ils avaient déjà 2 ans. Ils avaient 2 ans. Voilà. Maintenant, il reste du chemin à parcourir. Pas d'autres questions? Ah, si, la dernière question, comme ça, nous respectons le timing. Bonjour, Adrien Cohen, TechWise. Vous êtes en train de dire que les fournisseurs de cloud français, ou en tout cas souverains, n'ont pas les compétences suffisantes pour pouvoir gérer les activités médicales? À l'époque, les hébergeurs et les services attendus n'étaient pas au rendez-vous. Et les hébergeurs de l'époque ont fait un no-go. Donc, à partir du moment où personne ne répond, il faut bien trouver une solution, sachant qu'il y avait une deadline politique qui était fixée. Okay. Ça me rappelle un peu Palantir au moment des attentats terroristes. Et qu'est-ce qu'on avait d'autre à part Palantir? Peut-être qu'aujourd'hui, on peut se poser d'autres questions. Il y a des offres souveraines, incontestablement, équivalentes à Palantir. Et des offres souveraines, notamment françaises. Voilà. Et pour préciser, aujourd'hui, on est prêt, ça n'a pas été pris à temps, et donc la CNIL a accepté, par dérogation, Madame Denis, elle a accepté, nous tous les DPO on s'est révoltés bien sûr, parce que voilà, c'est clair, mais c'est une expérimentation, c'est que 14 millions, enfin c'est énorme, ça peut paraître de données, mais voilà, moi on n'est pas d'accord, mais c'est juste que une entreprise avait juste un délai, elle demandait un délai d'1 an ou 6 mois de plus, mais on y est. Donc moi ce que je relève par rapport à tout ce qui vient de se passer et ce que vous venez de dire, c'est que le problème, c'est qu'une question de moyens, donc de volonté. Parce que aujourd'hui, vous savez, Monaco, il est super, il est souverain sur plein de domaines régaliens, etc. Et là, la Suisse vient d'avoir un modèle souverain aussi. Donc si on le décide, parce que moi, c'est mon avis personnel, mais les données, pour le moment, sont UE, hébergées, donc ça c'est déjà bien, c'est hébergé en UE, donc déjà, faut le dire. Mais c'est pas parce qu'on a un outil étranger, il faut bien nuancer, que les données sont hébergées à l'étranger, du moment qu'il n'y a pas de transfert. Donc ça, pour être conforme, il faut que ça soit hébergé déjà en UE. Il y a des lois qui imposent le rapatriement des données aux États-Unis, en l'occurrence, comme le Cloud Act. Oui, non, mais moi, si elles sont hébergées chez moi, elles sont hébergées chez moi. Elles sont sur mon serveur en moi. Non, l'outil, il y a une différence entre... Quand vous allez faire un développement, moi, chez mes clients, je leur dis, ok, si tu veux un outil, ok, prends-le, tu l'achètes, mais s'il n'y a pas de transfert. Là, je vais lui dire, ok, ça marche. Si tu l'héberges ici, que l'outil, il n'y a pas de transfert. Là, oui. Donc, pour d'autres domaines, vous pouvez réfléchir dans ce sens-là. Donc, ce que je veux dire, c'est une question de moyens et c'est une question de volonté, de souveraineté nationale. Alors, moi justement, je veux m'inscrire à l'IHEDN, parce que ça m'intéresse vraiment, défense nationale. Je suis en train de monter le dossier. Mais Monaco et la Suisse, là, viennent d'avoir cette souveraineté nationale. Donc, si on veut, on peut. C'est juste un choix politique, voilà, et de mettre les moyens où il faut. Et puis d'avoir l'argent aussi, parce qu'on est dans un autre souci. Pardon, je n'ai pas parlé assez fort dans le micro, Merci. Je crois effectivement que le mot politique est important, parce que s'il n'y a pas à un moment donné une volonté politique, rien ne se déclenche après. Xavier, vous voulez rajouter quelque chose? Non.
vous vouliez dire un mot? Non. Eh bien, écoutez, nous avons respecté à peu près le timing. Vous voyez bien que c'est un sujet extraordinairement vaste et qui aurait nécessité bien plus de temps de réflexion, de partage. Bien sûr, on va quitter ce petit déjeuner avec toujours cette frustration, mais ça nous invite à aborder le sujet avec plus d'approfondissement, notamment au forum que nous aurons au mois d'avril à Lille. Je vous signale que le 5 février prochain, nous aurons, alors ça j'adore les acronymes, un petit déjeuner sur le DSPM. Alors c'est formidable aujourd'hui, il faut mettre plein d'acronymes. Et alors DSPM, c'est Digital Sécurité des systèmes de Process Management, c'est la sécurité des données, le management de tous les processus de sécurité des données, comment je les hiérarchise par rapport à leur importance, comment je les trace, comment je vérifie que ceux qui ont accès aux données, qui les échangent, ont bien compétence pour le faire. Tout ça, c'est un sujet qui tourne autour de la donnée, mais la donnée, vous le savez, c'est vraiment la matière première du XXIe siècle, et donc elle se décline sous toutes ses formes, et on sait bien que celui qui possède la donnée, celui qui possédera les données demain, sera le maître du monde, et donc autant qu'on peut faire en sorte que ce soit nous, et que ce soit notre réflexion qui accompagne bien, toute une stratégie de souveraineté sur nos propres données. Voilà, peut-être, Philippe, tu voulais dire un mot? Juste un mot, puisque tu viens de parler des acronymes. Exemple santé. Là aussi, il faut que les gens de la SSI ou de la cyber, on les appelle comme on veut, deviennent de réels polyglottes vis-à-vis des métiers. Quand vous avez, à la suite d'un incident, quelqu'un de l'ANSSI, qui n'est plus maintenant, qui débarque et qui commence à dire « Docteur, au niveau du MCO et du MCS, de maintien en condition opérationnelle et de sécurité », le médecin, lui, il entend médecine, chirurgie obstétrique et médecin coordinateur du SAMU. Donc là aussi, à un moment donné, il faut qu'on trouve les bons acronymes ou qu'on les définisse à la base. C'est très rassurant pour le vieux militaire que je suis, parce que ça, c'était un péché mortel chez les armées. Quand on recevait des gens, on leur disait, parce que le PSIG a rencontré la PT dans la COB, et pour mettre en place un PAM, bon, et là les gens nous regardaient en disant, mais de quoi parle-t-il? Il est martien. Oui, effectivement, mais alors c'est pour ça que le DSPM, je me permettais de dire ce que c'était, parce que je savais ce que j'étais, mais je n'avais pas encore compris le DSPM. Voilà, donc ça montre bien qu'on peut avoir, et aussi, encore une fois, le verbe, la terminologie. Hein, c'est pas une crise cyber, c'est une crise d'origine cyber, mais ça change tout. Ça change tout dans la conception, parce qu'à partir du moment où on ne parle pas le même langage, on ne peut pas agir ensemble. Mes amis, l'heure est venue de terminer notre petit déjeuner. Je remercie Vincent qui est à distance et je remercie nos trois intervenants, Oriane qui est venue des Pays de Loire, Xavier qui est venu de Toulouse et Philippe qui est venu de Paris. Non, Pays de Loire. Intéressé dans les Pays de Loire? Moi je suis au Sable de l'Aude. Ah oui, en plus au Sable de l'Aude, oui, bon, voilà, c'est l'homme de la mer. Moi je crois que c'était... Non, bah écoute... Merci d'être venu de l'ouest, du sud-ouest, pour ce petit déjeuner. Et donc, merci à vous qui êtes fidèles à nos petits déjeuners. Merci à ceux qui nous regardent à travers de Livestorm. Et donc, au 5 février, sur le DSPM, on parlera justement du DSPM, de l'ANSSI, de la CNIL, dans le DSPM, de l'attaque pass management, de la PM, enfin bref, tout ça, ça nous permettra d'aborder la journée avec une certaine décontraction spirituelle. Voilà. Merci.